nous emmène à Vovchansk, au nord-est de Kharkiv, au cœur du combat ukrainien pour repousser l'assaillant russe. Après cette offensive surprise de l'autre côté de la frontière, sur le territoire ukrainien, début mai, offensive stoppée selon Kiev. Mais voilà, reconquérir le territoire perdu rapidement est une autre affaire. Nos envoyés spéciaux Solène Rioux et Gabriel Aurillon ont assisté à ces efforts au plus près des combats. Regardez leur reportage exceptionnel. Dans cette forêt, les tirs s'enchaînent en direction de Vovchansk, à 6 km de là. Je suis prêt. Ok, feu. La cible de ce canon automoteur soviétique, c'est l'infanterie russe. Drone russe. Là, ils sont en train de recouvrir la position parce qu'on vient d'avoir l'alerte qu'il y a des drones qui sont en train de voler tout autour. Donc il faut partir le plus vite possible de cette position d'artillerie. 2, 3, 4, ça fait 10 tirs en tout. Sur cette section du front, l'arrivée des obus occidentaux rééquilibre le rapport de feu. On a visé juste. Ah. On a super bien bossé. L'enjeu est capital, car depuis mai, les Russes se sont emparés d'un tiers de Vovchansk. Au nord de Vovchansk, il y a une boucherie. C'est la première position que les Russes ont prise. Maintenant, on les a repoussés là-bas. Des ports dans une boucherie. C'est pas mal, non ? En face, les Russes disposent d'une arme supplémentaire, l'aviation. Attention, cab! Faut se mettre à l'abri tout de suite. Ces bombes aériennes guidées sont les plus meurtrières de l'arsenal russe. Face à elles, rien ne résiste. Ça tombe là. Quand on doit se cacher dans un trou comme ça, c'est sûr qu'on n'emmène pas large. S'il ne peut rien contre les avions, Sergueï a la responsabilité d'éliminer tous les drones qui s'aventurent un peu trop près. C'est cette guerre qui veut ça. Ça s'est transformé en une guerre de drones. Il y a des endroits du front où il n'y a rien d'autre que des drones qui se battent entre eux. Vovchansk est en effet devenue ville fantôme. Sur les 18 000 habitants d'avant-guerre, moins de 50 y survivent encore aujourd'hui. Général Chauvency, déjà on salue bien sûr le travail de nos équipes dans ces conditions si dangereuses. C'est une zone très active. Les Russes ne lésinent pas sur les moyens, toujours, même s'ils ont reculé. Pourquoi c'est si difficile selon vous pour les Ukrainiens de reconquérir cette ville qui est, rappelons-le, frontalière de la Russie ? D'abord, si on prend uniquement la ville dont on vient de parler, c'est du combat en localité. Et tous les combats en localité qu'on a vus depuis 2 ans et demi, en gros, c'est extrêmement difficile, d'ailleurs, pour un camp comme pour l'autre. C'est le premier point. Deuxième point, moi, ce que je remarque surtout sur les images, d'abord, il y a des munitions, donc ça veut dire que les munitions arrivent. Ça leur permet aux Ukrainiens au moins de rééquilibrer le rapport de force en termes de feu. C'est ce qui a été d'ailleurs très bien dit par Solène. Oui. Ensuite, par contre, je fais une petite remarque sur l'âge des combattants ukrainiens. Ils sont quand même pas tout jeunes. Ça prouve quand même que là, il y a un problème de recrutement, mais le boulot se fait, comme ils le disent, on fait bien le travail. Alors maintenant, sur le résultat sur le terrain. Les Russes n'ont pas l'intention de laisser le terrain qu'ils ont conquis au prix du sang, eux aussi, même s'ils ont pris peut-être que quelques kilomètres carrés. Nous sommes dans une logique, je dirais, tactique qui est de pousser les limites administratives de l'oblast annexé au plus loin possible et de le prendre des Ukrainiens. C'est-à-dire le but, c'est que s'il y a négociation un jour ou l'autre sur ce point-là, les 4 oblasts qui ont été annexés par la Russie devront être complètement déjà occupés par la Russie. Et donc c'est pour ça que du côté russe, on veut avancer. Maintenant, les Ukrainiens ont tout intérêt justement à ce que ne se fasse pas. Et on est dans ce rapport de force pour essayer de dire, attendez, vous n'avancez plus. Très bien. Donc, si vous n'avancez plus, c'est que vous n'êtes pas en train de gagner malgré l'offensive que vous avez lancée. Oui. Vous parliez de cette arrivée d'armes très notable dans ces séquences. Effectivement, le ratio de consommation de munitions était de 1 pour 7. Il est remonté à 1 pour 3. Une munition ukrainienne pour 3 munitions russes. Ça reste quand même un rapport qui est en défaveur des Ukrainiens aujourd'hui sur le terrain, Jean-François Boutor. Oui, mais il est nettement moins en défaveur qu'il l'était. Je vais faire une petite rectification parce que
Wolfchansk, on n'est pas dans un des 4 oblasts. On n'est pas dans l'oblast de Louhansk, on est dans l'oblast de Kharkiv. Ah oui, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est la défense de la frontière sur l'oblast de Belgorod, qui est l'oblast russe de l'autre côté. Et c'est la question, je pense, pour les Russes, d'apporter au plus près une partie de leur artillerie pour menacer des villes comme Lipski, voire Kharkiv, etc. Maintenir une pression sur Kharkiv. Je pense que c'est ça l'objectif. Ah oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que Kharkiv, ils sont beaucoup plus près au nord. En revanche, on ne parle plus du tout de Kupiansk, oui. Où là, il y a des combats depuis des mois et des mois. Et moi, j'aurais plutôt vu justement descendre par cette ville de Volchansk, effectivement de couper Kharkiv de Kupiansk de Kupiansk, et de prendre cette ville qu'ils n'arrivent pas à prendre. On s'est peut-être un peu trop concentré sur la ville de Kharkiv, vous nous dites général, et on a peut-être perdu de vue l'objectif qu'avaient réellement les Russes dans cette région-là. On dit depuis des mois, et on le voit bien, c'est concret, comment les Russes pourraient prendre aujourd'hui Kharkiv alors qu'ils ne l'ont pas pris il y a 2 ans. Voilà, c'est une réalité. Et donc, pour eux, on voit bien, c'est de pousser de l'est vers l'ouest, et non pas du nord vers le sud, allant vers Kharkiv, qui à mon avis n'était pas l'objectif principal. En revanche, ce qu'il faut bien constater, c'est que maintenant l'offensive s'essouffle, c'est une réalité. La question est de savoir, effectivement, on l'a souvent posé, quels sont les effectifs qu'il y a derrière en appui des Russes, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, au bout de plusieurs semaines de combat, ils ne sont plus en mesure d'avancer. Maintenant, les Ukrainiens ne sont pas en mesure non plus de reprendre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que justement, il n'y a peut-être pas non plus les unités, et on pourrait reparler de la mobilisation en Ukraine, où on en est aujourd'hui, où sont les nouveaux bataillons qui pourraient effectivement appuyer une contre-attaque ukrainienne aujourd'hui. D'autant qu'il y a des combats de très haute intensité qui se poursuivent ailleurs sur le front, en ce moment même toujours, bien évidemment, un front de plus de 1000 km de long, Hélène. Alors vous connaissez bien la région où ça se déroule actuellement, près de Bakhmout, qui a été prise, non loin de Chassiviar, mais plus au nord, une nouvelle localité vient d'être prise par les Russes, qui continuent de grignoter petit à petit le terrain là-bas. Oui, alors si c'est une déclaration qui vient des Russes, il faut quand même toujours se méfier un peu, parce qu'ils revendiquent des fois un peu en avance des villages qu'ils n'ont pas encore. Ce qui est vrai, c'est qu'ils avancent, mais de façon très très lente. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, du grignotage. Nous, on était non pas au nord de cette ville de Bakhmout et au nord de Chassiviar, on était plutôt au sud il y a environ un mois, et donc vous pouvez constater à quel point les combats étaient difficiles. On a pu parler à des soldats qui se battent à cet endroit-là. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est sur une zone qui en général est totalement détruite, c'est-à-dire que les soldats n'ont pas de réelle position, ils sont dans des trous, ils combattent dans des conditions terribles. Rien que pour se rendre sur ces terrains-là, il faut parcourir plusieurs kilomètres à pied. C'est des conditions absolument dantesques. Les Ukrainiens, ils tiennent difficilement ces positions, et ce qu'ils disaient à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on commence à voir les armes arriver, mais on n'est pas prioritaire par rapport à la région de Kharkiv. C'est pour ça qu'il ne faut pas, même si les Russes ne continuent pas d'avancer, ils ont quand même réussi quelque chose, c'est fixer des troupes ukrainiennes dans cette région de Kharkiv, continuer de consommer finalement les munitions qui sont en cours de livraison aux Ukrainiens. Donc le résultat, il n'est pas nul côté russe. C'est une guerre d'attrition longue en fait. Oui, avec une question dont on n'a probablement pas la réponse, c'est pourquoi la poussée russe, alors qu'il y avait quand même les moyens, il y avait des brèches qui étaient en train de s'ouvrir, pourquoi la poussée russe n'a pas été davantage soutenue? On a l'impression qu'on est dans un moment où ils se sont arrêtés, alors soit en raison de l'arrivée des munitions, on en parlait, soit parce que c'est une pause en vue d'une nouvelle offensive, mais quand même il y a une question aujourd'hui, surtout côté russe et côté stratégique russe, que personnellement j'arrive pas à percer, mais c'est, me semble-t-il, pas très logique d'avoir arrêté à un moment donné où ils avaient plutôt une dynamique en leur faveur, sauf s'ils y ont été forcés. Je dirais qu'à un moment donné, il faut amener des troupes fraîches. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il y avait des troupes fraîches? C'est la question qu'on se pose depuis des semaines. Quelles sont les réserves, finalement, qui permettent d'exploiter les avancées? Et puis, d'un autre côté, il faut quand même reconnaître que les Ukrainiens se sont ressaisis. Alors, bien sûr, ils sont arrêtés sur leur position. Il y a quelques contre-attaques que l'on qu'on signale. Donc, oui, effectivement, ils ont réussi à arrêter. Les munitions sont arrivées, ont un peu complété. On se souvient qu'il y avait eu un effondrement de la première ligne, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Bon, je dirais que la percée a eu lieu, mais sur des distances, quand même, des profondeurs assez faibles. Mais le fait est... Le fait est, pardonnez-moi, que les Russes ont réussi pour l'instant, si leur stratégie était de créer une zone tampon, entre guillemets, sur une petite surface, pour l'instant, ils la tiennent, manifestement au prix de très lourdes pertes humaines, mais ils tiennent. Oui, mais il faut se rappeler la dernière déclaration de Shoigu avant qu'il soit déplacé de sa fonction de ministre de la Défense pour devenir secrétaire général du Conseil de sécurité. Il disait, si on veut lancer une offensive, on a besoin de plus de matériel. Il faut qu'on produise plus, qu'on livre plus. Et c'est sa dernière déclaration. Et
peut-être que le problème qu'ont les Russes, c'est qu'ils ont possiblement un problème de matériel. C'est pas pour rien quand même que Shoigu puis Poutine sont tout de suite allés en Corée du Nord, puis Poutine est revenu en Corée du Nord parce que la question de la sécurisation de l'alimentation en obus et en missiles a l'air d'être une question cruciale.